Ok. Là, je reçuis en direct, donc voilà, peut-être vous avez deux directs qui se superposent, ou pire. Voilà, on fera comme ça. Voilà. Donc, vous m'avez déjà vu un peu, du coup, en live. Voilà, je m'y connais pas encore avec les lives Facebook. C'était une première. Euh, Il y a, il y en a d'autres qui sont programmés, donc j'ai forcément une marge d'évolution. Ça, c'est toujours intéressant. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Suzanne Ecker, Tria Évolution. Euh, pour les personnes qui me connaissent, je suis ravie de passer un moment comme ça avec vous et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir échanger là pendant ce live ou alors par un autre moyen à un autre moment. Euh, bon, j'espère aussi de pouvoir faire en sorte que vous puissiez voir cette vidéo en replay. Voilà, donc on va y arriver. Euh, Nous avons tous une longue habitude de relations, très longue habitude culturelle de relations que j'appelle relations obliques. Obliques, en fait. Voilà, des relations qui sont en pente, euh, avec un déséquilibre de force. Et j'accompagne donc depuis plus de 20 ans des personnes pour d'autres thématiques aussi, mais moi, ma passion, c'est vraiment la communication, euh, la relation notamment libre d'emprise, donc on peut appeler la relation horizontale, où il n'y a plus d'histoire de pouvoir dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de responsabilité. Le niveau de responsabilité des deux personnes concernées ne sont pas forcément les mêmes, bien sûr, mais il n'y a pas de pouvoir pour autant. D'accord. Et voilà, donc c'est quelque chose à discerner. Et dans cette époque que nous vivons, c'est vraiment important. Donc les nouvelles générations, depuis maintenant un certain temps, ils sont plus aussi nouvelles, montrent ça clairement. Tout est amené à changer. Le fonctionnement oblique, donc d'emprise de pouvoir, ne fonctionne plus du tout. Et nous avons donc besoin de trouver de nouveaux repères pour être en relation, pour communiquer. Voilà, donc c'est très relié. On va voir ça tout de suite. Et donc j'ai préparé ces moments d'échange pendant que je suis en train de réécrire en fait ma formation à la communication liberté que j'anime depuis une bonne vingtaine d'années en fonction justement des relations, comment elles se mettent en place aujourd'hui et comment nous souhaitons les vivre aujourd'hui. Et, euh, et j'avais envie de tester une autre approche. J'avais envie de tester une approche par la spiritualité, par des poèmes, par des dictons, le verbe, par des mots qui portent en fait la globalité d'un équilibre de l'humain. Euh, et cette globalité, je cherche à, à la transmettre pour la communication, parce que c'est vraiment une histoire de passer euh, d'un système référentiel à un autre. Donc il y a un tas de choses qui sont intégrées d'une certaine manière et qui a besoin de comprendre, de défaire et de reconstruire. Et, euh, et c'est important, pour moi ça me tient vraiment à cœur de pouvoir communiquer cette globalité, hein, de passer vraiment à un changement, c'est vraiment un changement de paradigme, voilà, on peut l'appeler comme ça, qui se passe dans d'autres domaines aussi. Et, euh, et, euh, et quand on amène des petits morceaux de quelque chose de nouveau, des fois on essaye de rester dans un fonctionnement comme on l'a déjà eu avant, en changeant des petits morceaux seulement.
et en gardant ce qu'on peut. Donc c'est un peu un fonctionnement de peur, en essayant de ne pas trop lâcher prise. Voilà, notre mental, il nous raconte il y a quand même des choses qui vendent, donc il ne faut pas trop changer. Et cette tendance qu'on a en fait de chercher à changer que des petits morceaux, ça fonctionne pas. Donc il y a à un moment la nécessité de mettre les deux pieds vraiment dans le vide et pour pouvoir passer à l'étape au-dessus, qu'on va appeler amour, en sortant de la peur. Et, et donc cette globalité, avec des petits morceaux qu'on peut communiquer jour par jour ou séance par séance, ça peut par exemple donner des comportements qui vont être manipulatoires. Voilà, parce qu'on parle juste d'une autre manière, parce qu'on a compris que c'est bien de parler des émotions mais si tout l'ensemble n'est pas compris, intégré et vraiment s'il ne fait pas sens, voilà, déjà ça peut être pas bien et ça ne fonctionne pas forcément non plus dans le sens de ces relations de qualité que nous cherchons. Voilà, donc je me suis dit, la spiritualité, il y a des gens qui disent des choses d'une manière merveilleuse. Même si un poème parle d'un sujet, il y a tout un tas d'autres notions qui vibrent dedans. Et j'avais envie d'essayer de créer des petites causeries autour de cette réflexion. Voilà. J'ai pas de nouvelles de personne, ou alors vous m'en donnez et je ne sais pas où. Je suis désolée. Ça ne peut qu'être mieux. Voilà, donc ça c'est une introduction qui était déjà pas prévue. Voilà. Donc on va parler communication et commencer à parler de cette communication par les relations donc, qui sont à la base de la communication. Donc la relation, c'est quoi? La relation, c'est un ensemble de rapports et de liens qu'on entretient avec les personnes. Ça veut dire qu'on est en lien avec absolument énormément de gens, pas seulement avec les personnes avec lesquelles on a plaisir à être en lien, mais aussi avec les gens qu'on n'a surtout pas envie d'être en lien, et avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais qu'on a croisées, qu'on a vues. Voilà, on est en lien en fait avec l'ensemble de l'humanité d'une manière ou d'une autre. Et ce mot lien, être relié, renvoie au niveau étymologique sur la relation. Donc cette relation, elle se passe toujours entre deux personnes. Même si nous avons un grand nombre de personnes, ou si nous fonctionnons avec un groupe d'amis par exemple, ou avec l'ensemble de l'humanité, donc il y a vraiment beaucoup de liens et de relations très différentes les unes des autres. Une relation dans laquelle la communication se passe, elle est toujours à deux. Ça veut dire, dans une relation avec deux personnes, par exemple, si on est trois en relation, il y a trois relations à deux dedans. Et ça, c'est déjà important parce que souvent, au niveau relationnel, on rencontre des situations très emmêlées, plein d'émotions qui sont très complexes et qui peuvent impliquer d'autres personnes parce que l'un a été témoin de quelque chose ou complice ou ne doit pas savoir ou voilà. Donc souvent une situation que l'on perçoit, une grosse situation complexe relationnelle qu'on aimerait ou qu'on a besoin vraiment de résoudre, elle implique plusieurs personnes. Mais c'est important de savoir que pour s'en occuper,
en mettant les choses en mots et en communiquant pour nommer ce qui ne nous convient pas et pour chercher à améliorer ce qui se passe, on va devoir discerner qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi avec quelqu'un d'autre? Voilà, à qui j'ai besoin de m'adresser pour résoudre les différentes difficultés que je rencontre dans cette situation. Donc il y a toujours deux personnes dans une relation. Voilà, peut-être vous êtes plusieurs, voilà, je ne sais pas, mais je suis en relation. Voilà, il y a des choses qui se passent avec chacun de vous, qui va être touché à des différents endroits peut-être, qui va peut-être me renvoyer un commentaire différent auquel je pourrais répondre, voilà, tout de suite après ou prochainement d'une autre manière. Voilà, on est en relation à deux, toujours. Hein, et dans cette relation-là, on communique. C'est vraiment une base importante. Maintenant, je vais donc commencer à vous lire les petits textes que j'ai trouvés pour aujourd'hui. Et comme j'ai déjà commencé à faire tout différemment que ce qui était prévu, je vais continuer. Voilà, je commence à vous lire un premier texte qui est vraiment très profond, je trouve, et qui est un extrait du livre Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, qui date de 1937. Et je vais vous le lire. Si vous sentez qu'alors votre solitude est grande, réjouissez-vous-en. Dites-vous bien, que serait une solitude qui ne serait pas une grande solitude? La solitude elle est par essence grande et lourde à porter. Presque tous connaissent des heures qu'ils échangeraient volontiers contre un commerce quelconque. Si banal et médiocre fût-il, contre l'apparence du moindre accord avec le premier venu, même le plus indigne. Mais peut-être ces heures sont-elles précisément celles où la solitude grandit, et sa croissance est douloureuse comme la croissance des enfants, et triste comme l'avant-printemps. N'en soyez pas troublés. Une seule chose est nécessaire, la solitude. La grande solitude intérieure. Aller en soi-même et ne rencontrer durant des heures personne. C'est à cela qu'il faut parvenir. Être seul comme l'enfant est seul quand les grandes personnes vont et viennent, mêlées à des choses qui semblent grandes à l'enfant et importantes du seul fait que les grandes personnes sont affaires et que l'enfant ne comprend rien à ce qu'elles font. Voilà, Rainer Maria Rilke qui dit il n'y a rien de tel qu'une grande, lourde solitude intérieure. Une grande, lourde solitude intérieure où pendant des heures, on ne rencontre personne. Voilà, c'est très contradictoire en fait par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on est toujours deux. Et je crois que c'est pour ça qu'il est tellement merveilleux ce poème, parce que même dans la relation avec nous-mêmes, en fait, en général, on rencontre d'autres personnes. Hein, on a une relation avec d'autres facettes de nous, pas mal d'autres facettes de nous. Souvent, on est en bagarre avec notre saboteur, qui nous empêche souvent d'avancer, de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et effectivement, dans cette relation-là aussi, on a beaucoup besoin d'apprendre à communiquer pour nous rendre compte de ce qui se passe, pour faire appel à d'autres facettes de notre mental qui vont nous soutenir pour obtenir ce que nous souhaitons et pour aller jusqu'au bout de nos décisions, pour trouver la bonne distance à l'intérieur de nous avec des voies qui sont plus difficiles à accepter à ce moment-là. Or, là, cette discussion de solitude, ce poème sur la solitude, il parle vraiment de la solitude où on est seul. Et c'est probablement le seul endroit à l'intérieur de nous où on peut vraiment être seul.
Hein, je suis désolée là, il faut que j'interrompe un instant. Je fais un aller-retour, ça se fait pas du tout, mais bon, c'est un live, hein, il faut bien que ça le soit. Voilà. J'avais un peu trop de bruit derrière, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais pour moi c'était gênant. Donc, cette solitude, la vraie solitude, où on n'est pas en relation, voilà, où on est aussi en relation d'une autre manière, c'est dans cette solitude intérieure où on rencontre en fait qui, quoi, on rencontre le soi, on rencontre la source, on rencontre notre silence intérieur, on rencontre quelque chose qui est vrai, peut-être, et qui nous ressource pour les relations qui vont suivre avec nous-mêmes et avec les autres. Et ce poème me touche beaucoup parce que pour moi c'est vraiment le départ, le point de départ de toute communication. C'est ce lien avec nous-mêmes. Ce lien de confiance avec nous-mêmes, cette stabilité intérieure, être dans l'axe, être notre pilier. Trouver le silence en soi. C'est notre refuge où nous venons nous ressourcer, même pour l'échange avec nous-mêmes, hein, quand on est pollué par ce qui se passe à l'extérieur, par des informations, voilà, on a besoin de trouver l'énergie du refuge à cet endroit-là pour pouvoir à l'intérieur de nous faire le ménage, mettre les voix qui s'attachent à cet inconscient collectif en veilleuse, prendre du recul et nous rebrancher à la voix qui nous guide et qu'on choisit. Hein, donc c'est vraiment cette solitude qui est importante et pour moi ce qui du coup me touche aussi dans ce poème, c'est je dis toujours que les enfants aujourd'hui ne s'ennuient plus. Ils sont toujours occupés. Les parents pensent souvent qu'ils doivent toujours présenter des distractions à leurs enfants. Ils vivent déjà beaucoup de choses, hein. Ils voient dès leur plus jeune âge des différents endroits, des crèches, ils partent en vacances. Il y a la télé, souvent il y a maintenant plein de bibelots avec des écrans comme pour les grands, pour les enfants. D'ailleurs les enfants ils se débrouillent très bien avec les écrans des grands. Et en fait un enfant aujourd'hui, nous d'ailleurs aussi, hein, adultes, hein, voilà, nous peut-être on a encore cette possibilité de recul pour trouver cet endroit à l'intérieur de nous des fois et pour dire en fait là je l'ai posé pendant un moment cet écran et je me retrouve. Mais l'enfant, est-ce qu'il peut se retrouver? Voilà, est-ce qu'il peut avoir une référence antérieure d'être avec ce calme, avec cette solitude intérieure? Et je pense que c'est important de permettre aux enfants de s'ennuyer et de nous permettre à nous de nous ennuyer et quand on se dit qu'est-ce que je vais faire, j'avais prévu quelque chose, ça marche pas, de se dire je sais pas, je verrai, peut-être je ferai rien, peut-être il y a autre chose qui arrive, voilà. Et si je rentre donc du coup à ce moment-là dans cette solitude intérieure, qu'est-ce qui se passe là? Peut-être c'est content, peut-être ça ronronne, peut-être j'ai envie de m'allonger un moment et juste être, et je peux observer de cette manière-là un élan émerger, une intuition. Voilà, ce premier poème par rapport à la source de nos relations, la source de la relation, dans ce refuge intérieur. Qui nous ressource pour clarifier les relations avec nous-mêmes,
et puis avec les autres par la suite. Et puis je vais vous lire deux autres poèmes, disons une situation de la Bible, de l'évangile de Matthieu, et puis une petite réflexion d'Alexandre Jolien, que vous connaissez peut-être. Matthieu disait, il y a fort longtemps, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc j'ai parlé de relations obliques au début, hein, donc c'est de ces relations inégales, avec une pente de pouvoir, où il peut y avoir une emprise du pouvoir, de la violence, de l'abus. On en a tellement l'habitude et qu'on s'en rend souvent même pas compte quand ça arrive encore. Même si on travaille dessus, on réfléchit beaucoup. Et je pense que c'est intéressant parce que bon, si on parle par exemple des vrais abus qu'on peut voir et qu'on apprend, même ceux-là que de temps en temps, les abus de jeunes enfants, toutes ces situations de pédophilie qui sont dévoilées, les violences dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, qui se passaient peut-être, certainement, encore plus, avec toutes ces émotions qui étaient enfermées. On le sait, hein, que souvent ça se passe à l'intérieur de la maison, effectivement. Ça se passe avec des personnes qui sont connues. La plupart des crimes se passent voilà, avec des personnes qui nous sont connues. Et bien sûr, les gens dans notre maison, c'est des gens dans notre cercle amical. Ça veut dire c'est les personnes avec lesquelles nous sommes en lien. Oh, ça marche! C'est génial. Ah zut, ah ben non, ça marche pas. D'accord, je vais me rapprocher. Tu peux me dire si ça va mieux, si le son est mieux. Peut-être moi j'ai parlé moins fort. Voilà. Retrouvez le fil, retrouvant le fil. Je suis très contente que ça marche, hein, les commentaires là, youpi. J'espère que vous m'entendez bien, je vais parler un peu plus fort. Voilà, et ça aussi, c'est donc du coup améliorable. C'est les personnes avec lesquelles nous sommes en échange, on est en lien, et nous sommes en relation. On peut être en relation professionnelle, en relation amicale, en relation amoureuse. Et on cherche à être engagé dans ces relations, on cherche à être authentique, vrai, à être vraiment là. Et du coup, on se protège moins aussi, on s'abandonne à la confiance dans une relation qui peut durer depuis un certain temps. Et il faut savoir aussi que nous sommes fragiles, bien sûr, quand on s'abandonne. Mais c'est là aussi qu'on peut goûter l'approfondissement d'une relation, de certaines relations, voilà, amicales, amoureuses, et aussi des vraiment bonnes relations professionnelles où on travaille efficacement ensemble, c'est fluide et ça marche et on peut être satisfait de ce qu'on fait et ça va bien. Mais voilà, on est en présence de personnes qui nous connaissent, qui nous voient et qui peuvent aussi à un moment prendre les dessus, être pas bien forcément, pas forcément être conscient, mais je trouve que c'est intéressant que Matthieu pensait à ça. Et il a exprimé d'une manière quelque part aussi impitoyable. Voilà, c'est pas des gens qu'on connaît pas qui sont les méchants. C'est les gens de ma maison. Voilà. Donc le petit texte de Alexandre Jolien. La vie est bien trop courte pour perdre son temps à se faire une place là où l'on n'en a pas.
pour démontrer qu'on a ses chances, qu'on porte tout en soi, pour s'encombrer de doutes quand la confiance est là, pour prouver un amour à qui n'ouvre pas les bras, pour performer au jeu de pouvoir quand on n'a pas le goût à ça, pour s'adapter à ce qui n'épanouit pas. La vie est bien trop courte pour la perdre à paraître, s'effacer, se plier, dépasser, trop forcer, quand il nous suffit d'être et de lâcher tout combat, que l'on ne mène souvent bien qu'avec soi, pour enfin faire la paix, être en paix et vivre, en faisant ce qu'on aime auprès de qui nous aime, dans un endroit qu'on aime, en étant qui nous sommes vraiment. Voilà, Alexandre Jolien, la vie est bien trop courte. Et là, finalement, on retrouve les deux aspects. On retrouve les deux aspects des verbes précédents. On retrouve qui nous sommes vraiment. Qui nous sommes vraiment, mais comment le savoir si on n'y accède pas à cette source dans la solitude la plus totale pour toucher notre essence. Et puis voilà, par ailleurs, il nomme toutes ces situations que nous rencontrons et dans lesquelles on peut se demander, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est vraiment les bonnes personnes? Est-ce que c'est vraiment les situations que j'ai choisies? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a une fluidité? Est-ce que je suis libre? Est-ce que j'ai le choix de dire oui ou non, de continuer à être là, de continuer à choisir cette situation, cette personne, ou de dire non, je change, je vais ailleurs? Est-ce que je respecte mes besoins? Est-ce que je les connais, mes besoins? Connaître ses besoins, ça demande souvent aussi d'aller dans cette solitude intérieure et d'écouter ce qui vient là. Et après, ça demande souvent beaucoup de courage pour agir en fonction. Souvent, ça vient pas tout de suite, mais on le sait. On le sait, on l'a entendu. Voilà, donc comment savoir que nous sommes dans des bonnes relations? Comment savoir que notre relation avec nous-mêmes, elle est bien? Comment savoir qu'à partir de cette relation avec nous-mêmes, nous choisissons nos relations d'une manière à être gentil avec nous et qu'on arrive à faire le mieux, vraiment le mieux avec les personnes, avec les relations que l'on n'a pas forcément la possibilité de choisir. Ah zut, vous me dites que ça interrompt tout le temps. Je suis vraiment désolée. Ah, je suis vraiment désolée. Ça, c'est bête. Je ne sais pas du tout comment dire, moi, quelque chose. Je ne sais pas prévu pour, certainement. Ça fait quoi, ça? C'est assurer la voix ou... Parce que, normalement, ça marche bien, la connexion, chez moi. Je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Désolée. Je ne sais pas comment faire. Je croyais que c'était une heure matinale et que ça allait être possible sans problème. Désolée. J'espère que le le replay, il sera bien entendable. Voilà, et je ferai plus attention encore aux circonstances extérieures la prochaine fois. Voilà. Comment savoir qu'on s'occupe bien des relations que nous vivons à partir de la nôtre avec nous-mêmes? J'ai déjà un peu, voilà, on le sait de toute façon, on a déjà un peu aussi abordé ça. Voilà, quels sont mes besoins? Est-ce que je les connais? Est-ce que je les exprime? Est-ce que je les assume? Est-ce que je les accepte? À partir de ces besoins, est-ce que je suis capable d'offrir aussi à l'autre, à la hauteur des siens, d'être à l'écoute donc de l'autre personne? Est-ce que je suis libre?
Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis capable d'engagement? Et est-ce que je suis aussi même engagée? Est-ce que je reste libre? Est-ce que je peux me retirer? Est-ce que je peux ajuster la distance pour ne pas me retrouver malgré moi dans une relation voilà, oblique, qui penche du mauvais côté, dans laquelle je peux me perdre, dans laquelle je risque de ne pas me respecter. Voilà, est-ce que j'arrive à me faire confiance? Est-ce que je peux m'accepter là où je suis? Est-ce que ce que je sais de moi, je peux le valider? Hein, ça ne veut pas dire qu'on est imbu de soi, ça veut dire que il me semble que ça, j'ai suffisamment réfléchi pour ça, pour pouvoir le valider, pour pouvoir dire oui, ça c'est moi. Voilà, peut-être je me trompe, mais en attendant, ça pour l'instant je l'assume. Et à partir de là, quand on a confiance en soi, on peut faire des choses. On peut aussi, par exemple, affirmer, avoir des convictions. Et ça ne veut pas dire qu'on a la vérité. Ça veut dire que on s'assume à ce moment-là et, et on assume aussi si on s'est trompé plus tard, si on s'en rend compte. Voilà, on évoluera. Donc faire des choses qu'on ferait si on se faisait encore plus confiance, c'est vraiment une magnifique manière pour se faire plus confiance. Et puis, où on en est avec l'acceptation du fait qu'on ne contrôle finalement pas grand-chose dans la vie. En commençant avec la Facebook Live, très difficile à contrôler. Désolée vraiment que vous n'ayez pas du bon sens. C'est très frustrant, c'est hyper frustrant. Je suis vraiment super désolée. Je m'en occuperai du replay tout de suite rapidement. Bon, je suppose qu'il va être enregistré à partir de moi, donc